Bon, globalement au niveau du prix, Bitcoin se porte plutôt mal, entre guillemets, même si vous le savez, encore une fois, ça veut rien dire, hein. On est toujours dans une phase où le Bitcoin est entre ces fameux 16 000 $ et ces fameux 24 000. Pour l'instant, bon, on n'a quand même pas bougé depuis la chute FTX qu'il y a eu en fin d'année. Ça stagne, il n'y a pas de direction. Les volumes sont quand même de plus en plus bas, si on regarde, hein, c'est quand même en train de se calmer. Il y a un peu moins d'intérêt. J'ai eu pas mal d'influx qui m'ont également dit que sur YouTube, on était sur les plus bas au niveau de l'intérêt, du nombre de vues, le nombre de nouveaux abonnés. C'est normal et c'est pas une mauvaise chose, hein. Je vous rappelle qu'on va chercher un bottom, on va chercher un plus bas, on va chercher un moment calme, on va chercher un point où certains capitulent et un point où certaines boîtes n'ont plus assez de revenus pour survivre. Ça fait partie du jeu et à ce moment-là, quand certains lâchent, ça redonne de l'énergie à ceux qui sont en place et naturellement, le marché va commencer à stagner, reprendre du poil de la bête et repartir à la hausse. La question c'est, est-ce qu'il va nous faire encore un pic vers le bas? Est-ce que ça peut descendre encore plus bas? Et la réponse, vous le savez très bien, je ne l'ai pas. La réponse, elle est dans la boule de cristal que je ne préfère ne pas consulter. Vous savez, je ne peux lui demander que 3 à 4 choses par an et ce serait dommage d'utiliser l'une de ces cartouches début janvier, sachant que je guette les super bonus et les super price pool du loto, évidemment. Je vous rappelle que je ne suis pas trader, je vous rappelle que ce live n'est pas un conseil en investissement et que vous pouvez évidemment appeler Madame Irma si vous avez des questions un petit peu plus précises ou si vous voulez savoir où sera le prix du Bitcoin dans quelques semaines. Affaire FTX, conflit d'intérêts, nouveau juge. Alors en effet, il y a une juge, la juge qui devait gérer le procès, qui s'appelle Ronnie Abrams, s'est récusée, donc elle s'est elle-même retirée de l'affaire en disant qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts, parce que, si je dis pas de bêtises, voilà, l'époux de la juge est un associé du cabinet d'avocats Davis, Polk et Wardwell qui avait conseillé FTX en 2021. Actuellement, le cabinet conseille des entités qui pourraient éventuellement s'opposer à la bourse crypto et à Sam Bankman-Fried dans le cadre de la procédure de faillite de la société. Voilà pourquoi c'est plus elle et c'est un autre, Lewis Kaplan, qui reprend cette affaire, sachant que c'était un avocat qui avait été déjà très médiatisé dans énormément d'affaires dans le passé. Le mec récupère cette affaire-là. Bref, à suivre, mais ça va être intéressant. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'actualités assez croustillantes. Alameda Research, la société de trading qui travaillait avec FTX, continue à faire des transactions et apparemment ils utilisent des mixeurs pour cacher qu'on ne puisse plus suivre les fonds. En tout cas, apparemment, il y aurait des transactions pour plus d'1,7 million de $. On ne sait pas vraiment qui c'est, on n'a pas le fin mot de l'histoire, tout le monde se demande qui est derrière ces transactions. Certains disent que c'est Sam, d'autres non, mais vous voyez, enfin ça passe un peu d'argent qui passe par plein, un peu d'argent à l'échelle de ce que Alameda avait, évidemment, ça reste beaucoup, qui sont en train soit d'être sortis, soit d'être cachés, quoi. Core Scientific, pardon, l'un des plus gros mineurs au monde, hein, qui détient 10% de la puissance de minage au monde, est passé sous le chapitre 11 de la faillite pour se protéger, et il a obtenu 2 intérêts. Au total, il obtient 75 millions de $ vis-à-vis de plein d'investisseurs, et c'est carrément BlackRock, qui est l'un des plus gros investisseurs justement chez Core Scientific, qui lui prête également 17 millions de $. L'objectif, c'est pour garder la tête hors de l'eau et pour se structurer et essayer de subvenir à ses besoins de fonctionnement dans cette phase où le minage est moins rentable, où Bitcoin se pète un petit peu la gueule, dans l'objectif d'avoir des jours meilleurs, évidemment, et potentiellement de sortir du chapitre 11 et pourquoi pas sortir de la faillite. En tout cas, BlackRock y croit et BlackRock a mis 17 millions, ce qui est quand même relativement intéressant. BlackRock, donc, c'est cette grosse entité qui va soutenir Core Scientific et ça veut dire qu'ils y croient. Ça permet surtout avec ces fonds-là de continuer à miner du Bitcoin, de continuer à augmenter les Bitcoins quantitativement, parce qu'autant vous dire que s'ils continuent à miner maintenant, ils font beaucoup de Bitcoin d'un point de vue de la quantité. Et donc si la Bitcoin reprend un peu du poil dans la bête dans quelques mois, ils peuvent très vite retomber sur leurs pieds et éviter la faillite, quoi. Parce qu'en gros, pour faire simple, je vous rappelle, hein, tu consommes de l'électricité, tu mets des machines qui tournent, qui fonctionnent et qui te permettent de gagner des Bitcoins. Si Bitcoin se casse la figure, tu gagnes moins d'argent, mais si Bitcoin reprend de la valeur et que tu as continué à générer des Bitcoins pendant cette période, bah, toute la période creuse où ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils vont la valoriser énormément. Le PDG de 3, qui est une plateforme qui propose des outils pour les traders par API et qui aide, si je dis pas de bêtises, les traders à exercer. Je connais assez mal les outils de trading, hein, vous le savez, mais apparemment il y avait eu une fuite d'informations. Il avait toujours réfuté le fait qu'il y a eu une fuite des clés API dans sa plateforme et pour le coup ça semblerait bien être le cas. C'était réel, apparemment il a fini par avouer qu'il y a les clés API de ses clients qui ont bel et bien été compromis. J'ai pas le détail exactement de ce qu'il y a eu derrière, mais je sais que beaucoup de gens le connaissent
US. Est-ce que quelqu'un a été touché par cette fuite? Est-ce que quelqu'un peut nous dire quelles sont les infos qui ont par exemple fuité? Est-ce que c'est des clés API qui permettaient de retirer? Qu'est-ce qu'il y a eu concrètement? Mot de passe, adresse et private key. Ah ouais, d'accord. Si c'est vraiment ça, c'est chaud. Ah oui, d'accord. 15 millions de dollars sur 44 victimes, c'est chaud. En crypto, le gars qui vole, alors voler, il a profité d'une faille, d'ailleurs il le dit lui-même. Hein. Je crois que toutes nos actions étaient des actions légales d'OpenMarket, utilisant le protocole tel qu'il a été conçu, même si l'équipe de développement n'avait pas pleinement anticipé toutes les conséquences de la définition des paramètres tels qu'ils étaient à l'époque. En gros, le mec, il a pas hacké, mais il a trouvé une faille qui permet d'obtenir du pognon. Et là, t'as le mec qui dit, attendez, le code permettait cette faille, j'ai rien fait de mal, j'ai juste abusé du code. Ouais, mais en gros, mon pote, t'as utilisé une faille qui était méconnue pour prendre l'argent des gens. En attendant, le mec s'est fait arrêter, et on va voir ce que la justice pense, parce qu'il a quand même 110 millions de dollars qui appartiennent à des gens. À suivre. Binance US qui potentiellement ne pourrait pas racheter Voyager. Alors j'ai pas vu ce qu'il y a, je vais être franc avec vous, j'ai pas vu. Binance et FTX, ok, FTX devait les sauver, mais finalement FTX a fait faillite, donc Binance veut les sauver, ils parviennent à un accord, le tribunal des faillites devant tout de même donner son aval pour la transaction à quelques jours de Noël. La nouvelle a de quoi rassurer les clients lésés de Voyager, mais le soulagement est de courte durée. Merde. Ok, donc ouais, donc pour l'instant c'est ceux qui peuvent faire la meilleure offre pour racheter Voyager, donc ça peut être intéressant. Cet examen pourrait affecter la capacité des parties à réaliser les transactions, le moment de la réalisation ou les conditions pertinentes. J'espère que ça pourra se faire quand même les gars, parce que ça ferait du bien qu'il y ait 2-3 belles histoires dans les sociétés potentiellement en faillite. J'avance encore les amis, Lido devient le plus gros protocole de finance décentralisé. Vous le savez, Lido c'est l'émetteur du Lido Ether, c'est-à-dire qu'au lieu de staker ces Ethers, on va les prêter à un protocole qui nous permet d'avoir un Lido liquide, un token qui vaut un petit peu moins cher d'Ether mais qu'on peut revendre pendant qu'on a des intérêts. Ça devient le plus gros avec plus de 6 milliards de dollars d'Ether actuellement stacké sur la plateforme. Voilà, les amis, c'est la fin.